Courte pause, mais c'est pour pas trop déborder sur l'agenda de la matinée, puisqu'on va passer au deuxième temps fort donc, de cette matinée, qui est un retour d'expérience sur la digitalisation du parc immobilier et sur le BIM côté gestion, exploitation, maintenance. Pour nous éclairer sur le sujet, nous profiterons des témoignages successifs de Vincent Larocque, directeur adjoint de la SEML Route des Lasers, pour nous introduire le sujet. On écoutera ensuite Bruno Monseigne, qui est le directeur du pôle maintenance de la Route des Lasers. Et on terminera avec Mohamed, chef de projet, voilà, qui conclura et qui lancera une deuxième phase de questions-réponses. Allez, Vincent, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc on a une première partie de matinée qui a été très riche sur ces retours d'expérience. Maintenant, on va venir dans une deuxième phase, vous présenter tout notre processus de notre retour d'expérience, le partage avec vous, de digitalisation de notre patrimoine et de passage à ce qu'on appelle le BIM gestion, exploitation, maintenance. Là, on touche vraiment, je dirais, au corps du sujet, parce que ce qu'on a coutume de dire, c'est que dans le cycle de vie complet d'un bâtiment, 75% des coûts, c'est des coûts d'entretien et de maintenance. Donc 25% construction, 75% entretien et maintenance. Et là, on touche à un sujet majeur pour toutes les sociétés, je veux dire, les foncières immobilières. Donc là, je pense à qui? Les foncières comme nous, ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte patrimoniale. Il y a les bailleurs sociaux. Il y a le public, donc l'État, les collectivités territoriales, qui ont des patrimoines extrêmement significatifs. Les foncières privées également. Donc tous ces acteurs-là, le BIM gestion, exploitation, maintenance, aujourd'hui, est une obligation. Donc on a vraiment un sujet clé. Et ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui un peu, c'est comment est-ce qu'on peut passer au BIM gestion, exploitation, maintenance. Dans un premier temps, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui concerne toutes les équipes. C'est-à-dire que pour passer au BIM, là, ce n'est plus seulement une équipe qui doit passer, c'est toute l'entreprise en fait. Donc c'est au-delà de la digitalisation, c'est toute l'entreprise qu'il faut digitaliser. Donc c'est toutes les strates de l'entreprise qui doivent passer dans une mode de pensée et un mode de travail BIM. Ça, c'est un premier point qui est très important. On essaiera également de vous montrer que pour passer également au BIM gestion, exploitation, maintenance, il faut mettre en place de nouvelles choses. Donc, il y a des nouveaux outils à mettre en place. Il y a une harmonisation des bases de données documentaires et informatives. Et on y reviendra dessus, on en a déjà parlé ce matin, c'est la qualité de la data, qui est quelque chose de fondamental, c'est la base de tout, parce que tout découle de la qualité de la data. Voilà, donc on va vous montrer, et également un des changements de méthode de travail. Donc c'est une méthode de travail qui sont différentes à mettre en place. Donc ça, c'est très important. Et je vais passer la parole à Bruno, donc, qui est le directeur maintenance à la SEML Route des Lasers, et qui va vous présenter comment ce BIM gestion, exploitation, maintenance nous permet de nous améliorer. Bonjour à tous, donc, je suis Bruno Monseigne, le directeur du pôle maintenance. Je suis arrivé en même temps à peu près que Mohamed en 2018 pour prendre donc ce pôle et essayer de mettre en place des outils qui vont nous permettre de piloter et pérenniser notre patrimoine tout en respectant ses coûts. Donc la SEM, c'est une vingtaine de bâtiments qui ont quelques années. Les premiers, ils doivent avoir 15 ans à peu près. Et les derniers 2 ans, donc de conceptions différentes, d'entreprises différentes, et puis de matériaux différents, avec tout ce qu'on sait. Chaque entreprise a sa propre façon de travailler, donc ça amène avec des DOE différents. Donc une base documentaire qui forcément était différente. Donc quand on est arrivé, on a fait un peu le tour de cette base documentaire et on s'est aperçu que les DOE étaient chacun différents, avec un classement différent. On avait du papier, on avait du numérique. Donc en fait, on s'est dit que c'était un peu compliqué pour piloter tout ça, surtout qu'on n'est pas trop nombreux à la SEM. donc en fait, la question c'était, pour ce parti-là, la base documentaire, c'était comment on allait faire pour justement pouvoir travailler facilement et retrouver les informations facilement. Donc, ils vous ont présenté un peu tout à l'heure le BIM. En effet, dès la phase conception, on rentre en détail tout ce qui est matériel, etc., les fiches techniques et tout ça. Donc on le retrouve très facilement après. La deuxième contrainte qu'on a vue, c'était qu'il y avait des contrats d'exploitation qui étaient un peu différents et qui n'étaient pas en phase avec nos objectifs. Donc en fait, ces contrats, ils avaient le mérite d'être existés, mais ils n'arrivaient pas
En fait, les entreprises qui étaient en place et le contrat lui-même ne correspondaient pas vraiment à nos attentes d'aujourd'hui. Et donc ça, il fallait aussi travailler dessus. Et la troisième, donc c'était en fait tout le matériel qui nous permet de suivre la vie des bâtiments. Donc je parle de GTB, gestion technique du bâtiment, GTC, gestion technique centralisée, GMAO pour l'exploitation, gestion et maintenance assistée par ordinateur. Et donc les GED aussi, la gestion que je parlais tout à l'heure des documentaires. Donc ça, en fait, c'était toutes les GTC avaient été construites avec les bâtiments, conçues avec les bâtiments, et avec des matériels différents, des protocoles de communication différents. Donc tout ça faisait qu'on avait du mal à avoir une idée synthétique du fonctionnement de notre patrimoine. Je m'explique, c'est-à-dire que pour me connecter à un bâtiment, ouais, pour avoir une information sur un bâtiment, j'étais obligé de me connecter sur le bâtiment. Et à chaque fois, j'étais obligé de changer pour me reconnecter sur un autre. Donc quand vous avez, nous on est 2 personnes à la maintenance, c'est un message, on n'est que 2. Et du coup, ouais, en fait, on avait à 2, c'est un peu compliqué, on s'est mis des procédures parce que forcément, on essaye d'aller sur tous les bâtiments pour suivre et anticiper, mais on avait beaucoup de difficultés à suivre, quoi. Et tous nos clients sont un peu différents. Tous nos bâtiments sont différents, ils ont des utilités différentes. Donc on a du tertiaire multilocatif, on a aussi de l'industriel avec des salles blanches, des sites de production et des ateliers. Donc en fait c'est un peu des bâtiments un peu différents, avec bien sûr des clients différents et qui ont des attentes différentes. Donc ça, il fallait s'adapter à ça aussi, prendre ça en compte, parce que la base c'est que nos clients soient satisfaits et aussi, c'est le sujet d'aujourd'hui, il fallait aussi qu'on maîtrise nos coûts. C'est-à-dire que comment on arrivait à pérenniser notre patrimoine, que nos clients soient satisfaits, et qu'en même temps, on arrive à pérenniser nos coûts, c'est-à-dire les maîtriser dans le temps, parce que les bâtiments vieillissants, comme vous le savez, ils coûtent de plus en plus cher. Il y a des courbes qui existent, vous regarderez, c'est exponentiel. Donc l'idée, c'est justement de lisser ces coûts et de les anticiper. Et ça, le numérique, aujourd'hui, on y croit, va nous le permettre. Donc ça, c'était le constat. C'était le premier constat, c'était qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, où on veut aller. Parce qu'il est clair que quand on se lance dans des sujets comme ça, il est super important d'avoir les objectifs en tête. Sans objectif, on se perd. Il faut avoir un objectif en tête. Qu'est-ce qu'on veut avoir au final et qu'est-ce qu'on veut obtenir? Donc on avait fait le constat avec Mohamed et puis les autres collègues. On a travaillé donc ensuite sur le classement de la base documentaire avec Mohamed, donc la GED. Ensuite, on a regardé qu'est-ce qu'on avait besoin. Je parlais tout à l'heure de GTB, GMAO, etc. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Mais moi, j'avais besoin d'un outil simple, efficace, centralisé, dans lequel je pouvais voir tous mes bâtiments. Mais pas tous mes bâtiments comme ça, avoir une idée synthétique de ce qui se passe dans les bâtiments. Parce qu'aller voir tous les bâtiments, quand vous en avez une vingtaine, ou Bordeaux Métropole, pardon, une centaine, c'est juste impossible, quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir des informations synthétiques, avoir des tableaux de bord qui vous permettent de voir ce qui est important pour vos clients, en premier, et de voir à vous ce qui est important pour la maintenance et pour le suivi de vos contrats d'exploitation. Donc ça, c'est la base justement de ce qu'on va faire, de ce qu'on est en train de faire, puisque c'est mis en place quand même, ça vit encore aujourd'hui et ça se développe. Donc c'est d'avoir des tableaux de bord qui vont nous permettre de piloter nos bâtiments et d'anticiper justement les demandes et les coûts. Et le dernier point, c'est quoi? C'est la mise en place de contrats d'exploitation avec nos partenaires, puisque comme je vous le disais, on est juste 2 pour la maintenance. Donc c'était avoir des contrats d'exploitation qui correspondent à nos attentes et à nos objectifs et aux objectifs de nos clients. Parce qu'on part toujours de l'attente de nos clients et après on définit justement nos cahiers des charges et qu'est-ce qu'on a besoin. Donc en fait, on a repris un contrat d'exploitation dans sa totalité
avec l'aide de Mohamed aussi sur la partie numérique, justement, parce que nous, on savait ce qu'on voulait et ce dont on avait besoin en maintenance. Et après, il fallait le transformer sur comment on va faire en numérique pour obtenir ces résultats. Et ça, c'est ce travail. On parlait de collaboration tout à l'heure. C'est super important. C'est-à-dire qu'on est une petite équipe et en fait, on travaille tous ensemble. On a tous des expériences différentes et on s'entraide et on s'écoute. C'est super important aussi, c'est l'écoute pour arriver justement à un objectif commun. Et puis le dernier point, donc le contrat d'exploitation mis en place, on a dit, le contrat d'exploitation, autant que le prestataire vienne et nous aide à passer au numérique. On y était déjà, mais à numériser les bâtiments pour justement prendre en compte ces bâtiments dans la maintenance. Et donc le contrat d'exploitation, prenez ce qu'avait fait Mohamed dans ce CCTP, prenez en considération le besoin de numériser nos bâtiments qui étaient, je crois qu'on en avait 3 à la base, qui étaient numérisés, Jiena, Elnat et Meropa Extension. Et du coup, donc, ça c'était un gros travail et on a essayé de justement faire ce cahier des charges pour accompagner, parce que quand on s'est tourné vers les exploitants, on avait très peu d'exploitants qui étaient compétents dans le domaine. Donc il fallait les accompagner et il fallait trouver des exploitants qui étaient engagés. On en a trouvé un. Et ils se sont battus avec nous pour réussir ce challenge qui n'était pas évident. Et le résultat, je trouve, est pas mal du tout. Et le dernier point, donc voilà, on avait fait, donc, on a mis une GED pour la base documentaire. On a numérisé les bâtiments pour avoir des plans en 3D et en 2D aussi, parce qu'on utilise beaucoup aussi d'Alux en 2D pour nous situer dans l'espace. Et après, on se retrouve en 3D pour aller chercher. Donc la maintenance utilise aussi très bien d'Alux. C'est-à-dire que nous, quand on a un problème, une fuite, etc., on va regarder sur la maquette numérique où passent les réseaux avant que l'exploitant arrive et fasse sa réparation. Au lieu de démonter tous les plafonds, on va à l'endroit où on pense que le tube est, et c'est beaucoup plus facile. Il y a plein de recherches comme ça qu'on a fait, les réseaux enterrés, etc., qui nous aident énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est un gain de temps fou, quoi. Et quand on l'utilise, après, c'est difficile de revenir au papier. Donc après, il fallait un outil qui nous permette d'avoir un avis global au-dessus de ça, une strate au-dessus. On a rempli la GED avec la GTB, la GMAO, le BOSS, pardon. Et en fait, il fallait une strate au-dessus qui vienne récupérer ces données et nous les digérer, nous les synthétiser et nous aider à piloter. Et donc ça, c'est le BIM GEM, c'est le sujet. Et donc voilà, je vais demander à Mohamed de me joindre. Et puis je le remercie aussi beaucoup de m'avoir aidé à m'y mettre. Merci à toi, Bruno. Merci à Bruno d'avoir beaucoup partagé sur ses retours d'expérience en gestion, exploitation, maintenance, afin de cibler nos cas d'usage et nos outils. Je vais faire un peu de pédagogie ce matin. Je vais vous faire un retour d'expérience, mais aussi expliquer des choses, pour une raison bien simple. À chaque fois, on pose la question ce que c'est le BIM GEM, personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord parce qu'il n'y a pas encore de normalisation. Les retours d'expérience sont peu nombreux. Il y a peu de partage sur le sujet. Pourtant, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet du moment. Afin de mieux communiquer sur nos objectifs et nos envies, je vous invite encore une fois à découvrir en images, parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots, ce que c'est notre vision chez la SML Route des Lasers du BIM Gestion Exploitation Maintenance. Déjà, on va essayer de répondre aux 3 questions les plus importantes, parce que le quand c'est maintenant, le ouch c'est chez nous à la SML Route des Lasers. Donc cette vidéo va vous permettre de découvrir le quoi, le pourquoi et le comment. Je vais mettre en meilleure qualité maintenant. Nous obtenons un jumeau numérique enrichi en informations, fidèle au bâtiment réalisé. On recommence. Le BIM au service de la gestion exploitation maintenance.
Grâce à la démarche BIM Conception-Réalisation, nous obtenons un jumeau numérique enrichi en informations, fidèle au bâtiment réalisé. Ce modèle numérique permettra de suivre le bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie, notamment lors de sa gestion, exploitation, maintenance. En effet, le jumeau numérique se place au cœur d'un système d'information connectant les applications dédiées au pilotage d'un bâtiment. L'une de ces applications est la gestion technique du bâtiment qui permet la supervision des équipements à distance. L'exploitant peut modifier les réglages des différentes installations d'un simple clic depuis l'interface dédiée et récolter les données propres à leur fonctionnement en temps réel. De plus, grâce à la gestion de maintenance, toutes les informations nécessaires aux interventions sur le bâtiment et ses équipements sont facilement accessibles. Avant, lors d'une panne d'un équipement, la recherche des informations nécessaires à sa réparation était complexe et chronophage, car ces informations étaient inappropriées à l'exploitation et difficiles d'accès. Désormais, grâce à un archivage et une structuration numérique des données, le responsable d'exploitation peut d'un simple clic accéder à toutes les informations d'un équipement. La gestion administrative et financière est également simplifiée avec une documentation et des indicateurs liés aux actifs immobiliers. Ce système d'information intègre également la gestion énergétique permettant l'amélioration des performances de son bâtiment, comme par exemple la production d'énergie photovoltaïque et la régulation en autoconsommation. Grâce au système d'information BIM-GEM, le croisement des données des différentes applications ouvre la porte vers une maintenance de qualité supérieure qui peut être prédictive. Une panne grave, auparavant, peut maintenant être anticipée grâce aux capteurs installés et la remontée d'informations intelligente. Une alarme peut surgir lors d'un début de dysfonctionnement et notifier le responsable de la maintenance qui, en un clic, peut accéder au problème, aux informations nécessaires sur l'équipement et ordonner le remplacement de la pièce défectueuse. Le suivi de la maintenance est opéré grâce au BIM-GEM pour permettre à l'exploitant de satisfaire au mieux ses usagers. Cet outil permet la maîtrise totale des données statiques et dynamiques de l'ensemble de son bâtiment et peut même s'étendre à l'ensemble des bâtiments d'un site. Cette hypervision permet de connecter et synthétiser les différentes données disponibles pour créer de l'information intelligente, qui permettra d'optimiser le pilotage et le suivi de l'ensemble du patrimoine immobilier. Alors, ce projet a été conçu au sein de la SML Route des Lasers. C'est notre vision, c'est ce qu'on voulait mettre en place. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. C'est toujours en cours de réalisation. On n'a pas atteint 100% des objectifs, parce qu'au fait, on est une petite structure et on a une ligne directrice qu'on va suivre sur les prochaines années. Cependant, on a fait le plus grand du travail. C'est de numériser le parc immobilier, c'est la structuration de nos données, une donnée fiable qui nous permettra de piloter nos bâtiments. J'ai un petit bug. On va vous présenter ce qu'on a réussi à mettre en place jusqu'à maintenant. Sans bug, c'est pas drôle. Du coup, on fait exprès de bugger le système. Notre vision, en fait, était bien définie au départ. Et elle n'est pas sortie juste comme ça. On s'est posé plein de questions. On s'est vu entre les différents pôles pour répondre aux besoins de chaque pôle. Il y a eu le pôle projet, le pôle gestion, exploitation, maintenance, le pôle administratif et financier. Des réunions de travail et de communication interne, d'échanges internes étaient mises en place afin de parler des problèmes et avoir l'aspect numérique pour dire « Ok, la numérisation permet d'automatiser certaines tâches, permet une remontée intelligente des bâtiments, permet un tri, retrouver les données plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous, pour nous, au sein de la maîtrise d'ouvrage, du gestionnaire exploitant la SML Route des Lasers. Puis la deuxième étape. La SML Route des Lasers gère un grand parc immobilier, mais ne le gère pas seul. On a plein de partenaires, de sous-traitants. Du coup, comment faire pour communiquer avec eux pour que ça se passe au mieux et que cette gestion exploitation maintenant soit optimisée chez nous et chez eux.
Donc, afin de mettre en place cette vision claire et précise et communiquer autour, avant de lancer des appels d'offres, avant de passer à l'action, un grand travail de réflexion a été mené. Je vais vous lister quelques exemples de questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Mais avant, et pour ne pas passer énormément de temps en parlant de la théorie, je vous invite à découvrir ce qui est mis en place maintenant. On vous a tourné une vidéo cette fois, apparemment. Le parc immobilier de la SEML Route des Lasers, il est principalement sur la région Nouvelle-Aquitaine. On a 2 sites au Barp, Laseris 1 et Laseris 2, puis 2 sites à Pessac, la Cité de la Photonique, on se retrouve, puis en Péris en cours de travaux, dont un bâtiment est déjà livré. Ici, on a une maquette de 60 hectares, une maquette site, plus l'ensemble des maquettes des bâtiments réalisés et modélisés. Une grande partie de ces bâtiments sont en cours d'exploitation avec notre mainteneur qui est Eiffage Énergie et Systèmes, à l'aide de la démarche BIM GEM. Nous, ça nous permet d'avoir une très très bonne connaissance de notre patrimoine et un accompagnement de son cycle de vie. C'est-à-dire, on a le bâtiment décrit exactement comme il est, modélisé et renseigné en données, et on va poursuivre les mises à jour et les travaux à venir sur ces bâtiments-là. Le deuxième site, c'est la Cité de la Photonique, on se retrouve là, dans le bâtiment Giena. Vous êtes garé un peu sur les places de parking derrière, vous avez une vision du site. Les maquettes qu'on a réalisées sont tellement réalistes et très enrichies en données. On est à peu près à 40 données par équipement de renseigné. On n'est pas à 100% des données renseignées, parce qu'il y en a certaines que finalement on a abandonnées parce que c'était très fastidieux et peu utile, mais tous les organes techniques de chaque bâtiment sont modélisés et renseignés dans les moindres détails. On va réexpliquer la démarche et montrer ce qui était mis en place, notre vision. On va découvrir la notion du jumeau numérique qui aidera au pilotage. Et puis après, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont très curieux, on parlera un peu plus dans le détail de la technique. Pour l'instant, on découvrira la vidéo. La SEML Route des Lasers pilote de la conception à l'exploitation un patrimoine dans La SEML Route des Lasers pilote de la conception à l'exploitation un patrimoine d'environ 60 000 m² de bâtiments industriels et tertiaires dédiés à des entreprises innovantes. En phase d'exploitation, la gestion locative et patrimoniale de ce parc immobilier est notre cœur d'activité. La singularité de notre patrimoine réside d'une part dans sa technicité, dans le sens où il est constitué de nombreuses salles blanches et laboratoires de recherche et développement, et d'autre part par le profil des occupants qui sont des entreprises à la pointe de l'innovation, dont la gestion immobilière n'est pas le cœur de métier et à qui nous devons apporter une qualité de service irréprochable. À cette singularité s'ajoute une exigence d'optimisation continue des consommations énergétiques et plus largement du bilan carbone de nos bâtiments. C'est dans ce contexte que la transition numérique de la SEML Route des Lasers s'est naturellement imposée pour répondre à ce besoin. Tout bâtiment a besoin d'une base documentaire qui se doit être à jour, afin de suivre la progression de l'ouvrage, planifier des travaux, des opérations de maintenance, tout en permettant d'être efficace et efficient. L'un des plus grands défis de la gestion exploitation-maintenance est l'accessibilité à l'information. Pour prise de décision, le premier challenge était de structurer les données et les rendre accessibles. Cela a été fait sous forme de modèles BIM 3D enrichis, mais pas que. Cela nécessitait l'organisation de la base de données documentaire et sa mise à jour complète. L'ensemble du parc immobilier possède à présent son jumeau numérique, enrichi et connecté. Il permet d'organiser et de présenter les données d'une manière intuitive et intelligente. La représentation 3D permet de se positionner visuellement assez rapidement. La description technique de chaque objet y est présente,
ainsi que la documentation nécessaire à toute intervention. La mise à jour des données et le suivi des évolutions est à présent simplifié, tout en garantissant la qualité et fiabilité des données. La maquette numérique BIM est une excellente donnée d'entrée pour maîtriser son patrimoine. Mais pour avoir un vrai jumeau numérique qui interagit en temps réel avec ce patrimoine, nous avons mis en place un système d'information BIM GEM de niveau 3. C'est-à-dire que les outils métiers tels que la GMAO, la GTB, la gestion électronique des documents, maintenant, tout interconnecté via ce système d'information. La collaboration entre les différents intervenants et l'échange d'informations se fait en continu et en temps réel. En tant que mainteneur sur les 26 000 m² du patrimoine de la SEML Route des Lasers, FH Energy System s'inscrit dans la démarche BIM Gestion, Exploitation, Maintenance. Les outils mis en place nous permettent d'assurer un meilleur service sur plusieurs points. Le principal étant la centralisation de l'ensemble des informations utiles aux opérations de maintenance sur une seule et unique interface. Cela nous permet une communication simplifiée, fluide avec le gestionnaire et les occupants, un suivi précis, une accessibilité et une portabilité qui permettent d'accélérer les délais d'intervention jusqu'à 30%. Grâce à la réalité virtuelle et l'immersion dans les jumeaux numériques, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour se mettre en situation et préparer l'intervention en amont. Grâce à la réalité augmentée, par exemple, une fois sur place, un équipement caché sera retrouvé facilement sans avoir à chercher longtemps. Toutes les données et la documentation technique sont disponibles sur des périphériques légers type tablette ou smartphone, avec ou sans connexion Internet. Les protocoles mis en place permettent un gain de temps et de qualité considérable en début et fin de processus, puisque les outils métiers sont interconnectés. La mise à jour de l'un génère la mise à jour des autres. Nous évitons ainsi la ressaisie des informations. Les temps 10 sans valeur ajoutée se réduisent pour augmenter un peu plus la performance opérationnelle de nos activités. Nous sommes particulièrement vigilants au bon fonctionnement de nos bâtiments car celui-ci impacte directement la production de nos locataires ou leurs travaux de recherche et développement. Les nouveaux outils numériques mis en place vont nous permettre une gestion et un suivi de notre patrimoine en temps réel et de développer à terme des outils de maintenance prédictive. Les jumeaux numériques des bâtiments ont la particularité d'intégrer le pilotage distant du bâtiment et de ses différents états. De plus, les données sont intégrées affichées dans une logique intelligible. Elles sont directement liées aux espaces, équipements et objets concernés. Grâce aux données terrain remontées vers les outils distants, le pilotage est facilité, la compréhension et l'analyse du fonctionnement sont plus rapides et mieux ajustées. Via ces jumeaux numériques, nous pouvons à présent contrôler le fonctionnement de chaque appareil connecté et de suivre son impact sur le fonctionnement global du bâtiment, sans confort pour les occupants et s'y référer pour définir des stratégies de gestion qui seraient plus adaptées. Il est plus facile de piloter les indicateurs de maintenance. Les dérives sont plus vite constatées. Les analyses pour déclencher les plans d'action correctifs s'en trouvent largement facilitées. Grâce à ces indicateurs de suivi précis, les réunions ont pour objectif de trouver des solutions principalement et des pistes d'amélioration. C'est une autre façon de gérer l'exploitation des bâtiments. Les intervenants tentent à garder uniquement les tâches à valeur ajoutée. Sur la base de l'analyse des données enrichies de l'historique des interventions, nous pourrons élaborer des plans de maintenance prévisionnels sur mesure et mieux adaptés à chacun de nos actifs immobiliers. Les retours d'expérience seront par ailleurs précieux pour l'amélioration de la conception de nos futurs bâtiments qui doivent à la fois être adaptés aux métiers et process industriels de nos locataires et adaptables pour pouvoir accompagner les évolutions de leurs besoins. Au-delà de tableaux de bord pertinents, c'est une véritable maintenance prédictive qui demain pourra être mise en œuvre. En plus de toutes les fonctionnalités améliorées sur les outils de gestion, exploitation et maintenance, nous développons en continu de nouvelles applications adaptées aux usages. Sur la base de l'ensemble des données statiques et dynamiques collectées, le pilotage du patrimoine prend une nouvelle dimension via le développement de notre interface d'hypervision. À l'heure où la data est le nouvel or bleu des entreprises, nous commençons à travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle, qui nous permettra d'améliorer la connaissance de nos actifs grâce à une analyse plus profonde et plus pertinente. L'objectif est d'arriver demain à une maintenance prédictive. Malheureusement, on n'a pas le temps, cette matinale, de vous inviter à découvrir les solutions que nous avons mises en place. En revanche, on vous a synthétisé tout cela dans cette vidéo.
Plusieurs choses sont mises en place et fonctionnent très bien, d'autres en cours de développement. La stratégie s'est faite en plusieurs étapes. La démarche s'est étalée de 2018-2019 à ce jour pour arriver à respecter, à mettre en place cette architecture informatique. Mais avant d'arriver à ça, il y avait la première étape. C'est de préparer la numérisation du patrimoine avant de numériser sa gestion. La numérisation du patrimoine passe par une étape très importante qui est la préparation des données. La préparation des données qui vont alimenter un système d'information BIM-GUM. Quand je dis système d'information, c'est très important de l'intégrer. Ce n'est pas juste une démarche collaborative via une plateforme d'échange, c'est vraiment un système d'information qui est connecté au bâtiment pour réaliser un jumeau numérique. Un système d'information, il est composé de deux structures très importantes. La première, c'est le sous-système social. Ce sont les gens qui vont gérer les outils. On a des nouvelles compétences qui rentrent en jeu, qui n'étaient pas connues pendant la démarche BIM exécution ou BIM conception. Puis la deuxième composante, il s'agit principalement de tous les nouveaux équipements ou juste les équipements informatiques à intégrer au bâtiment, soit pour faire de la communication de réseau, soit des nouveaux automates qui communiquent mieux que les anciennes générations. Ensuite, la donnée d'entrée qui est super importante, ce qu'on appelle le data container, conteneur de données tout simplement. Ici, il s'agit bien des maquettes numériques BIM telles que construites. Et là, on a fait du rétro-BIM, ça veut dire que sur un patrimoine existant, on n'a pas pu avoir des maquettes qui sortent de la conception et de l'exécution, qu'on a pu contrôler au fur et à mesure. Ici, on a demandé à notre partenaire, Eiffage, dans le cadre de son contrat, de faire une numérisation complète des bâtiments dans le cadre du contrat. Un relevé par scanner laser, pièce par pièce, puis de faire une modélisation telle que construite. Ce n'était pas aussi simple à gérer. Ce projet a pris du temps. Ils ont eu le courage d'aller jusqu'au bout, de répondre à nos exigences, et je les remercie encore pour ça. Avant qu'ils modélisent ces maquettes, il faut comprendre le fonctionnement des bâtiments. Donc, il fallait qu'on prépare notre base documentaire DOE également, pour accompagner cette modélisation techniquement. Sur la base documentaire, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, c'était un peu compliqué, vu qu'on a des projets qui étaient conçus différemment, exécutés différemment par différents intervenants. Donc chacun a mis sa logique dans son DOE. Sauf que pour nous, plutôt pour les deux personnes de la maintenance, pour faire plaisir à Bruno, ils ont du mal à chaque fois de se remettre dans le bain, dont chaque bâtiment changeait. On perd énormément de temps en fait, à aller chercher la donnée. Donc la première étape, c'était de structurer, de mettre à jour le DO numérique. Donc il y avait une codification qui était négociée pendant les ateliers de travail entre les différents pôles pour que chacun ça puisse l'arranger au mieux dans sa façon de travailler. Il y a eu un tri, il y a eu du découpage, document par document. C'est fini où le DO, il y a 300 pages, et bon courage pour trouver la fiche technique que tu cherches. Maintenant, on va directement trouver la fiche technique liée au bon élément à la maquette. Cette structuration s'est faite sous forme d'arborescence. On va trouver la même arborescence d'un bâtiment à un autre, d'un site à un autre. Tout est homogène finalement. On n'a plus à réfléchir. On sait qu'il y a un seul processus, une seule méthode pour trouver le document qu'on cherche, et ça s'applique à tous les bâtiments de la SML Route des Lasers. Ces documents nous permettent de suivre la mise à jour de nos bâtiments suite à tous les travaux d'aménagement. Elle nous permet de suivre la gestion, exploitation, maintenance des ouvrages, de lancer de nouveaux projets. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, qui se met à jour au quotidien. Le modèle numérique, il est passé également par une étape pareille. La première, c'était l'acquisition des données sur terrain avec des scanners laser, pièce par pièce. Puis la modélisation, en s'appuyant sur ce nuage de points et sur le DE, parce que parfois il y a des éléments inaccessibles ou très compliqués à scanner avec un scanner laser. Puis préparer la donnée de la maquette. Il faut savoir que dans une maquette, je parle même d'un seul modèle de CFC plomberie, par exemple sur JNA, on peut retrouver 15 000 composants, 15 000 lignes de données.
Bien sûr, on ne va pas renseigner les 15 000 lignes parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des données précises sur chaque coude de connexion CVC plomberie, mais quand même, c'est un sacré boulot de tri et de renseignement de données. L'automatisation était une étape importante. L'automatisation, on va chercher à rendre des tâches chronophages qui prennent beaucoup de temps avec peu de valeur ajoutée, et on va essayer de les automatiser. Via différents scripts, le monde de BIM nous ouvre plein de portes pour faire de l'automatisation, on a essayé d'en profiter. Et puis finalement, le contrôle. Il faut savoir qu'on est tous humains et que la modélisation de bâtiments aussi complexes, mix tertiaire industrie, n'était pas une tâche aussi facile. Il y avait une belle équipe qui a pris les devants pour le faire chez Eiffage, mais quand même, l'erreur restait humaine. Du coup, on a fait du relevé de réserve quand même par la réalité augmentée, bâtiment par bâtiment, pièce par pièce, pour être sûr que la maquette modélisée représente le bâtiment tel qu'il est construit. Moi, je ne voulais pas avoir Bruno qui me dit « Ouais, mais je ne toucherai pas à ta maquette, je ne suis pas sûr qu'elle respecte le bâtiment, il manque des éléments. » Là, on était vraiment « Ok, je peux faire confiance à la maquette. » Et c'est là où ça commence vraiment à fonctionner. C'est quand la maquette est fiable, ainsi que ses données. J'ai oublié de préciser aussi le nuage de points et les photos 360, parce qu'au fait, la maquette, on modélise les éléments nécessaires, et pour ajouter encore une utilité à cette maquette, c'est de la rendre réaliste. Et pour ce faire, on a ajouté des photos 360 via d'autres outils à la maquette. On peut faire des visites virtuelles. Et pour comparer aussi l'avancement des travaux dans chaque espace. Avant, la maquette qui date d'hier, avec une photo de 2018 qui reste dans l'historique, nous permet de comparer avec une photo prise aujourd'hui des changements qui ont eu et de suivre la progression des travaux des bâtiments. La préparation de cette donnée, c'était la première étape et c'est la plus importante quand on parle de numérisation en BIM. Après, la deuxième étape, c'est OK, une fois on a préparé toutes ces données, qu'est-ce qu'on va en faire? Quels sont les usages? Les usages, il y en a plusieurs, on invente tous les jours. Je vais vous parler principalement de la nouveauté dans cette mise en application. On va parler du boss. Le boss, que c'est? Tout simplement, vous avez tous un téléphone. Si vous êtes chez Apple, votre boss, c'est l'iOS. Si vous êtes chez Android, enfin Samsung ou autre, c'est l'Android. En gros, c'est le système d'exploitation du bâtiment. Le boss, ce qu'il permet de faire, c'est de venir faire des bidouilles informatiques, des petites bricoles, développer des connecteurs, développer des programmes, des applications qui vont justement exploiter les données du bâtiment, statiques ou dynamiques. Donc ce boss, ce qu'il permet, il permet de se connecter à plusieurs outils métiers existants, tels la GEMA ou la GTB, et regrouper toutes les données pour créer une nouvelle valeur. Un peu de pédagogie pour comprendre la valeur de la donnée et comment la donnée peut augmenter l'intelligence du bâtiment et de nos métiers. C'est que la data, quand elle est brute, on a juste une information. On n'a pas encore d'information, pardon. Quand la data est brute, c'est juste une donnée qui se balade dans l'air. Et pour avoir une vraie information, il nous faut cette donnée, cette data dans un contexte. Une fois on a un ensemble d'informations, on peut obtenir un savoir. Et si on a un savoir plus des retours d'expérience, on peut avoir de la sagesse. Et c'est la route pour appliquer à notre projet l'intégration de l'intelligence artificielle, que je vous en parlerai à la fin. Un simple exemple pour parler comment l'intelligence artificielle, une GTB automatisée, peut permettre au bâtiment d'être plus intelligent, à son pilotage d'être plus intelligent, c'est qu'on va voir une remontée des capteurs de 27 degrés. Moi, je vais avoir une information de 27. C'est même pas une information, c'est une donnée, je ne sais pas quoi en faire. Mais si on me dit que la température de la pièce est de 27 degrés, je vais avoir une information qui va me servir. Parce que par mon retour d'expérience et par toutes les informations liées, je sais que ma consigne est à 23. Et du coup, c'est qu'il y a une anomalie. C'est une surchauffe. Une fois ce savoir a permis de résoudre un problème, ou surtout de détecter un problème, on passe à la sagesse appliquée à ce problème qui va dire « Ok, si c'est à 23, il y a un problème de surchauffe, je vais refroidir, envoyer une alerte. » Et c'est comme ça qu'on arrive à un bâtiment automatisé et un pilotage plus intelligent. C'est en réunissant un ensemble d'informations pour créer un savoir et puis une sagesse dans le pilotage du patrimoine.
Tout à l'heure, Bruno parlait de l'acquisition d'outils qui nous permettront, nous, de piloter au mieux notre patrimoine. Il faut se dire qu'avant, on avait ces outils-là, mais qui n'étaient pas structurés conformément à ce qu'on se projetait mettre en place. On avait une vision à l'époque qui était la vision du moment. On travaillait comme tout le monde. Maintenant, on s'est projeté un peu plus loin. On a acquis notre propre GMAO, elle a notre nom, donc les données nous appartiennent et on la configure selon notre besoin. Certes, l'équipe de maintenance va s'en servir au quotidien pour gérer leurs opérations, mais nous aussi, on s'en sert pour suivre la maintenance et anticiper des choses dans le futur pour cette maintenance de nos bâtiments. La GED, la gestion électronique des documents, je vous en parlais tout à l'heure, comment on a structuré notre DEE, document d'ouvrage exécuté, qui va vivre, et d'ailleurs on l'appelle chez nous le DUM, dossier utile à l'exploitation maintenance. C'est à part la responsabilité de chaque entreprise, c'est l'utilité du document pour répondre à notre besoin pour cette gestion. Donc l'acquisition, la mise en place de ces outils, les pérenniser chez nous, ça nous permet de nous projeter pour développer encore plus de choses. C'est de développer un connecteur avec le boss. Comme ça, tous les soucis de maintenance remontent directement et s'affichent sur la maquette. Maintenant, c'est possible. La maquette est une donnée d'entrée. La GMAO également renvoie des données vers le boss. Le boss, il centralise le tout. Il nous l'affiche sur l'hypervision. L'OIT, c'est Operation Technology. En gros, c'est toute la donnée dynamique qui vient du bâtiment, qui vient du terrain. Dedans, on va trouver la GTC, GTB, gestion technique du bâtiment. On va retrouver également le SME, système de management de l'énergie. Sujet très intéressant pour les maîtrises d'ouvrage en ce moment, surtout vu l'arrivée du décret tertiaire, on doit réduire nos consommations de 40%, 50% et 60%. Le SME est devenu crucial. Maîtriser notre énergie n'était pas aussi important que maintenant pour la plupart des maîtrises d'ouvrage, même si on a mis, il y a quelques années, l'autoconsommation sur la plupart de nos bâtiments. On était déjà prêt, mais on a encore envie de faire mieux. Du coup, on a mis en place une GTB, un SME et des IoT, donc des capteurs intelligents qui remontent des informations. Et on a créé, c'est toujours en cours, on a fait des tests, on a un prototype qui marche, et là, on va s'attaquer à l'ensemble des bâtiments. On a mis en place un smart grid technologique. Théoriquement, à quoi ça consiste un smart grid? C'est de relier, faire dialoguer plusieurs bâtiments. Imaginez, ceux-ci sont les bâtiments de la SEML Route des Lasers, conçus différemment, hétérogènes, qui fonctionnent très bien, mais chacun dans son coin. On va venir équiper chaque bâtiment d'automates intelligents de nouvelle génération qui aient des protocoles ouverts. Contrairement aux automates qu'on avait avant, les seuls qui se faisaient sur le marché avaient que des protocoles fermés propriétaires. Si on voulait récupérer plus de données, il fallait payer. Maintenant, on prend la gouvernance sur nos données. On installe des nouveaux traducteurs d'automates qui libèrent cette information, ces données. Chaque bâtiment est équipé d'automates, de switch pour permettre de créer, en fonction de la cybersécurité, des réseaux virtuels protégés, protégeant nos données. Tous ces bâtiments sont liés à Internet, mais via un réseau virtuel qui va crypter la donnée et la rendre accessible uniquement à nous, parce qu'on maîtrise ce process. La connecter à notre serveur interne, qui échange avec d'autres serveurs pour des solutions externes. Travaille tout ça avec le boss pour synthétiser cette donnée et la faire remonter pour nous permettre d'avoir cette hypervision. Cette hypervision, en fait, qui va retranscrire plusieurs informations de la GMAO, de la GTB, de l'énergie, des pannes actuellement, des salles de réunion, des fiches techniques, des dossiers techniques, un retour d'expérience sur la durée de vie de chaque équipement et pouvoir nous sortir des insights. Ce sont des indicateurs, des idées pour améliorer nos process. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette petite intelligence artificielle à qui et pour qui on a préparé tellement les données, on les a restructurées. Et je tiens à remercier toute la matière grise de passage qui a travaillé sur ce projet, qui a rendu ça possible, pour préparer, structurer la donnée conformément. Parce que si on n'est pas rigoureux, ça ne marchera pas. L'informatique, c'est du 0 ou 1, c'est du binaire. Il faut que ça soit carré. Et on a réussi. Au début, certains étaient sceptiques, mais ils l'ont fait. Et le message, c'est qu'il faut oser pour réussir, et il faut y aller. Il ne faut pas se poser énormément de questions. On peut ne pas réussir de la première fois, on fait un effort la deuxième, troisième fois, c'est gagné.
Donc voilà, tout ce système permet de regrouper les données au sein du BOSS et les remonter à l'hypervision. L'hypervision, Bruno en rêvait, Joël aussi, nous aussi, tous les gens de la SEM, Vincent également, parce qu'elle ne sert pas juste seulement à la gestion, exploitation, maintenance, mais aussi au pôle administratif financier pour avoir une vision plus large, plus éloignée sur la gestion de notre patrimoine. Cette hypervision, ce qu'elle a de spécifique, c'est qu'elle permet de tout centraliser et tout présenter sur la même interface. Fini les allers-retours entre les bâtiments et leurs différents outils, perdre au moins 15 minutes parce qu'on ne se rappelle plus du mot de passe de tel bâtiment sur tel GTB ou parce qu'il faut redémarrer l'ordinateur de la GTB parce qu'il ne se connecte plus à Internet pour nous transmettre la donnée. Tout ça, c'est fini maintenant. Par des simples clics, on a accès à toutes les données, toutes présentées proprement, sous la même forme, de la même structuration et codification. Cette hypervision nous permet d'avoir une vision 360 sur l'ensemble de notre patrimoine avec ces données statiques et dynamiques et permettra aussi dans les mois qui viennent à l'intelligence artificielle de venir juste nous assister, à voir des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Aller chercher un peu, fouiller dans les données pour nous dire « Ah, au fait, peut-être que ça peut marcher mieux si tu fais comme ça. » Et ça, l'humain ne peut pas le faire, on s'appuie sur les ordinateurs pour. Sauf que pour s'appuyer les ordinateurs, il faut les préparer. Et qui prépare les ordinateurs, c'est l'humain. Dans les grandes lignes, pour ce projet-là, pour réussir ce système d'information BIM-GEM, cette transformation numérique, il faut penser aux outils, leur usage et la pérennité. Le besoin en données. Je ne vais pas renseigner 1000 données juste pour avoir toutes les données. Il faut penser sur le ROI de chaque donnée. Combien de temps ça me prend à renseigner cette donnée? Est-ce que ça me prendra autant de temps d'aller chercher cette donnée et de la mettre à jour? Il faut intégrer toutes ces questions et problématiques avant d'attaquer l'exercice. L'infrastructure et la cybersécurité. Si on veut atteindre un niveau d'exigence pareil, il faut creuser un peu plus. Il faut se renseigner sur les systèmes d'information, se faire accompagner s'il le faut et sécuriser son système. L'accompagnement, en interne comme en externe, il faut mieux communiquer, bien communiquer avec ses partenaires, ses collaborateurs, faire de la formation en continu pour atteindre ses objectifs et faire aussi de la vulgarisation. On ne peut pas arriver avec des objectifs très très élevés sans se dire « Ok, peut-être que je m'exprime mal » ou peut-être que la personne en face n'a pas ce niveau de compétence ou d'exigence. Donc il faut travailler son discours pour travailler ensemble. L'amélioration continue, c'est que ici on n'arrive pas en un jour ni en un an. Il faut travailler ça sur la longue durée. Prendre le temps de faire les choses bien. Accompagner le changement, monter en compétences, tout en douceur. Mais à force de faire ça, on finit par y arriver. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, il faut un petit travail d'anticipation. Il faut oser faire des choses nouvelles, ne pas avoir peur. Parce qu'au départ, on s'est dit, il n'y a pas les compétences sur le marché pour nous accompagner. Les gens ne savent pas faire, c'est encore trop tôt. Ça, on l'a entendu souvent. Vous êtes les seuls à demander ça. En fait, on sait ce qu'on demande, on sait que c'est faisable. Et finalement, la main dans la main, on y arrive. Et puis l'intelligence artificielle, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. C'est un projet qu'on commence avec des laboratoires de recherche et notre mainteneur. Le futur, c'est maintenant. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Il faut arrêter de se donner des excuses. Et si vous avez envie d'y aller, vous allez y arriver sans souci. On peut tous y arriver. Je demanderai à Vincent de faire passer un message également et de conclure un peu cette matinée avant d'attaquer les questions-réponses. Merci Mohamed. J'avoue, quand je revois à chaque fois tout le chemin parcouru, je reste toujours impressionné par tout ce qui a été fait. On voit le résultat aujourd'hui. J'espère qu'on vous a tous convaincus de l'intérêt du BIM et du BIM gestion, exploitation, maintenance pour des structures comme la nôtre. C'est vraiment vital. Aujourd'hui, c'est à la fois indispensable, mais en fait, ce n'est pas une contrainte. En fait, c'est une véritable opportunité en fait, pour nous tous, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, pour être à la fois en fait, plus efficace et plus efficient. Donc plus rentable. Du coup, c'est une transition toute trouvée pour anticiper une question que beaucoup se posent, c'est quel est le coût?
En général, à ce type de questions, ceux qui me connaissent le savent, j'ai tendance à dire que c'est toujours trop cher. Des formations habituelles quand on est en charge des finances. Eh bien là, non. En réalité, non, pas du tout. Parce que la problématique de la mise en place du BIM, en fait, je vais vous donner un exemple, c'est que si une société de 12 personnes a été aujourd'hui un des moteurs pour emmener tout un écosystème avec elle, y compris des grands groupes, pour arriver à mettre en place de tels outils, c'est bien que ce n'est pas une question de coût. En réalité, la vraie problématique dans la mise en place du BIM, d'une manière générale, hein, construction, gestion, exploitation, maintenance, c'est que en fait, c'est quelque chose qui doit partir de la direction générale et être insufflé dans toute l'entreprise. En fait, c'est toute l'entreprise qu'il faut digitaliser. Ça part de l'ADG, après il faut digitaliser le pôle projet, le pôle entretien maintenance, le back-office, la direction financière et jusqu'à la direction générale. C'est vraiment, en fait, ça doit traverser toute l'entreprise. Et c'est là où, en fait, on arrive au vrai coût du passage en BIM. C'est que le vrai coût du passage en BIM, c'est en réalité la gestion c'est du management de transition. Donc c'est de la gestion d'humain, c'est du temps passé. Et le vrai coût du passage au BIM, aujourd'hui, il se situe ici. Ça, c'était le premier message que je voulais faire passer. Et le deuxième message aussi auquel je voulais insister, c'était qu'aujourd'hui, en fait, pour mettre en place le BIM, ça ne peut pas se faire sans partenariat. Alors pour la SEM Route des Lasers, quels ont été ces partenariats ? Ça a été tout d'abord la signature d'un accord cadre avec une équipe de maîtrise d'œuvre, dont le mandataire était le cabinet Obo. Ça a été la signature d'un contrat multitechnique avec le groupe Eiffage. Et je remercie particulièrement Obo et Eiffage d'avoir, joué le jeu avec nous, et deux, fait comme nous, c'est-à-dire changer leur méthode de travail, changer la culture d'entreprise. Et sans ça, on n'y serait pas arrivé ensemble. Et aujourd'hui, on continue ces partenariats dans chacun des marchés qu'on signe. En fait, au-delà des marchés, c'est des véritables partenariats qu'on met en place. Lorsqu'on a signé les derniers marchés de maîtrise d'œuvre, par exemple avec Jacob McFarlane pour un nouveau bâtiment, ici en cœur de zone, c'est un partenariat en réalité. On est en train actuellement de faire un marché de conception-réalisation pour un parking silo sur le parc en Péris. Ça va être également dans le cadre d'un partenariat où le BIM aura un rôle central. Donc ces partenariats sont fondamentaux. Ils se traduisent également par des collaborations pédagogiques avec les écoles d'ingénieurs, et je pense notamment au CESI, et également des collaborations avec les centres de recherche, et je pense notamment à Nobatec avec qui on travaille également. Donc voilà, c'était les deux messages que je voulais faire passer. Et je vous propose maintenant de passer à la séance des questions-réponses sur toute la mise en place de ce BIM gestion, exploitation, maintenance. Ok. Qui a une question ? On va appeler Eric Boulevard qui va nous rejoindre. Alors pour les questions, je ne vois pas, pardon. J'arrive. Rebonjour, de nouveau Philippe Casier, donc directeur du patrimoine de l'hôpital de Pau. Alors merci et bravo parce que je suis pas territorial, je suis pas dans votre monde du tout. Quoique, parce que effectivement vous avez 60 000 mètres carrés, vous sortez un certain nombre de productions. Moi je sors des patients, donc finalement on fait la même chose. Je prends une aparté. Il y a des années de ça, j'avais croisé mes collègues entre guillemets de l'usine de Mulhouse, Peugeot à Mulhouse. Ils sortaient des voitures et je sortais des patients. Donc finalement, c'est de la production de soins et vous faites de la production aussi. Nous, effectivement, on est comme vous. On a 100 000 mètres carrés avec du patrimoine neuf, du patrimoine des années 70. On a tout et n'importe quoi. On a de la GTC, on fait plein de choses. Et on est à la veille, effectivement, de se poser la question comme vous voulez te poser. Et effectivement, il va falloir que je convainque ma direction qu'en parallèle d'un schéma directeur immobilier de 180 millions d'euros, il va falloir que je fasse un projet BIM. Sinon, effectivement, dans quelques années, moi je serai à la retraite, donc je m'en fous, parce que j'ai un certain âge maintenant. Mais bon courage au suivant, quoi. Je veux dire, voilà. Les SEM, etc. Voilà. Chez moi, j'en ai qui font de la gestion de maintenance assistée par ordinateur sur le génie climatique, et puis d'autres qui font de la gestion de bons assistée par ordinateur. Voilà, je ne reviens pas plus. Le syndrome des 200 pages, la fiche technique, on connaît. Donc, effectivement, j'entends avec intérêt que c'est possible dans une société de 12 personnes qui n'avaient pas forcément 1 million d'euros à mettre sur la table, même s'ils ont su se payer un doctorant, donc c'est bien,
Moi, j'ai du mal à me recruter déjà des techniciens, donc c'est un autre sujet. Mais voilà. Par contre, je suis preneur, comme je l'ai dit, je viens d'arriver dans la région, avant j'étais en Occitanie, je suis preneur de liaison entre nous parce qu'on a exactement les mêmes problématiques. Et je crois que quand on s'interroge en tant qu'hospitalier sur comment maintenir, comment gérer nos usines, que sont les hôpitaux, il y a le CHU de Bordeaux, mais tout le monde a le même problème. Je crois qu'il faut créer du lien, hein, c'est aussi un message. Donc je vais prendre avec intérêt vos coordonnées pour qu'on puisse échanger, parce qu'on n'est qu'à 2 heures de route et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble et partager des expériences. En tout cas, merci beaucoup de cette matinée. Merci beaucoup pour ces commentaires. Et effectivement, hein, l'objectif de ce type de matinale, c'était vraiment diffuser l'information, dire à tout l'écosystème oui, c'est possible, et lui montrer aussi que oui, c'est utile, parce qu'effectivement, souvent, on nous a dit, ça nous a été dit dans des marchés, mais pourquoi vous nous demandez ça? À quoi ça sert? Donc vraiment, pourquoi on organise ce type d'événement? C'est pour montrer que oui, ça nous est utile, que oui, derrière nous, on a un véritable retour sur investissement. Hein. Si une société de 12 personnes s'amuse à faire ça, c'est que derrière, il y a des vraies économies d'échelle, il y a des vraies optimisations de gestion, il y a des économies d'énergie, il y a le décret tertiaire qui arrive, derrière, il y a des enjeux majeurs. Et voilà, donc j'espère qu'on vous a convaincu que c'était utile et qu'on a tous intérêt à y aller. Et je crois que vous pourrez discuter ensuite au moment de la pause déjeuner avec ceux qui nous ont suivis. Et je pense que Obo pourra témoigner que aujourd'hui, je pense qu'être passé au BIM, aujourd'hui, ils font des économies. Certes, il y a un coût humain au départ, il y a des temps à passer qui sont significatifs, il y a tout un management de la transition à mener, une culture d'entreprise à changer, mais derrière, il y a un véritable retour sur investissement. Et il y a aussi, j'insiste aussi toujours sur un point, c'est que ce n'est pas parce qu'on achète une licence très vite et qu'on recrute un BIM manager qu'on passe au BIM. C'est vraiment un changement dans toute l'entreprise. Voilà, j'insiste bien là-dessus. C'est un peu provoquant, je sais, mais je pense que c'est important de faire passer ce message. Moi, j'aimerais anticiper une question pour Eric, justement, parce qu'on a parlé du retour d'expérience avec Obo, mais j'aimerais aussi avoir le ressenti des phages, qui était quand même un élément moteur dans cette transformation numérique, qui a emporté la modélisation ainsi que la mise en place de plusieurs outils. C'est maintenant, est-ce que pour vous, maintenant, vous avez vu l'utilité de cette transformation numérique? Comment vous voyez les choses? Alors oui, effectivement, d'ailleurs je prends 2 minutes pour remercier le partenariat qu'on a eu avec vous, parce que c'est vrai que sans le côté vraiment inclusif et collaboratif, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal parce que c'était très innovant et sans cette relation finalement client-sous-traitant bienveillante, on aurait eu du mal. En tout cas, aujourd'hui, oui, on voit les gains, on voit l'utilité dans l'exploitation d'un certain nombre de bâtiments qui sont en plus sur 2 zones distantes, avec une multitude de techniciens qui ont une certaine connaissance des bâtiments. Avec des outils comme ça, on gagne énormément de temps en préparation, en intervention. On est aussi très présent sur le volet énergétique, pour lequel on a des vrais axes d'amélioration. Et comme derrière, on a effectivement des engagements de performance énergétique, on voit qu'on a aujourd'hui de quoi aller très loin dans ce volet-là. Je rebond en fait sur le témoignage d'Eric pour aussi expliquer un point, c'est que ce n'est pas seulement au bénéfice du mainteneur, ce n'est pas seulement au bénéfice de la maîtrise d'ouvrage, mais principalement à tout l'écosystème qui intervient sur la gestion, exploitation, maintenance. Ça nous permet de centraliser des données, d'avoir des données plus fiables, de partager plus facilement l'information, de la retrouver aussi plus facilement. Et ce sont des outils, pas uniquement pour la maîtrise d'ouvrage ou le mainteneur, mais pour chaque intervenant qui voudra s'inscrire dans la démarche. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question? Bonjour, Tariq Lawed, je travaille chez Legrand à la direction innovation et au pôle de compétitivité Alpha RLH à Bordeaux. Donc je connais assez bien le bâtiment et je tenais aussi à vous féliciter parce que ce que vous réalisez, encore une fois avec une petite équipe de 12 personnes, c'est vraiment remarquable. J'ai une question sur le BIM gestion, exploitation, maintenance, parce que Vincent, vous l'avez évoqué, le coût essentiel dans la construction d'un bâtiment, c'est finalement sur sa durée de vie 20-30 ans, 75% vous avez dit, par rapport à 25% de construction au début. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le projet est relativement neuf, vous avez une idée des gains que cet outil peut vous apporter sur la durée, en pourcentage ou sur les principaux lots d'exploitation du bâtiment, où vous voyez des gains? Parce que quelquefois, dans le milieu de la construction, il y a un peu des réfractaires au BIM, et un des arguments, ça va être un peu le coût, ou peut-être les gains qu'on ne mesure pas forcément.
Est-ce que sur ce sujet-là, vous pouvez nous donner quelques éléments? Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner d'éléments chiffrés précis et vous dire oui, le retour sur investissement, il est de temps. Aujourd'hui, il se mesure au travers de plusieurs éléments. Tout d'abord, nos partenaires qui nous disent tous ceux qui sont passés au BIM, le retour, il est toujours le même, c'est on y a gagné. Je pense notamment à Cabinet WO Architecture, Groupe Eiffage qui s'entretient un contrat multitechnique. Tout le monde, le retour, il est le même, c'est on est plus efficace, on passe moins de temps. Ça, c'est systématique, gain de temps, gain d'efficacité, meilleure qualité. Donc je ne sais pas, et le gain de qualité est toujours difficile à maîtriser. Pareil, le gain de temps, le gain de qualité sont des éléments un peu immatériels et compliqués à chiffrer de manière précise. Mais en tout cas, ces 3 retours, on les a constamment. Et j'ai jamais vu, enfin, je pense que tout le monde pourra le partager, on n'a jamais vu quelqu'un nous dire « je regrette d'être passé au BIM ». Ça, c'est jamais vu. Pour l'anecdote, personne ne donnera combien il a gagné en passant au BIM, sinon on va lui demander de nous rembourser la différence. Donc personne ne communique sur le sujet. François Trollet, Moon Safari. Moi j'ai une question plutôt pour accompagner nos maîtres d'ouvrage. Quel logiciel de gestion, exploitation, maintenance vous utilisez? Et pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitent se lancer, donc à part leur donner votre 06, comment ils peuvent se faire accompagner, par quelle structure? La question n'est pas aussi évidente parce que j'ai envie de vous répondre, c'est du cas par cas, ce qui est tout à fait vrai. Quand vous avez un projet, il faut voir les cas d'usage, ce que la maîtrise d'ouvrage souhaite mettre en place et pourquoi. Est-ce que c'est vraiment utile et comment on peut faire? Est-ce qu'on se permettra de faire du bricolage qui peut marcher, mais il faut beaucoup de rigueur? On va tout automatiser, tout développer, c'est informatique et on va payer la facture parce que c'est beaucoup de développement. Donc en fait, ça dépend vraiment de votre niveau d'exigence et de maturité sur le sujet. Pour notre cas, si vous voulez qu'on nomme des logiciels, on peut très bien le faire. On a pris en interne le logiciel GMAO Mission, qui est un logiciel qui marche très bien pour les mainteneurs, qui nous permet d'avoir des bons indicateurs de suivi grâce au travail de notre mainteneur Eiffage, et pour lequel on a développé un connecteur en plus, payé spécialement pour nous, pour remonter certaines informations vers notre boss. Le boss qu'on a pris, on a misé sur Spinalcom il y a 2 ans, ça marche toujours. C'est parmi les premiers boss sur le marché français, voire européen. Et on continue notre développement avec eux. En ce qui concerne les IoT et GTB, c'est très compliqué parce que ça dépend de chaque bâtiment. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, chaque bâtiment a ses propres protocoles de communication et outils propriétaires qui communiquent peu. Ce qu'on a mis, c'est qu'on a essayé d'homogénéiser l'ensemble de l'infrastructure. Donc là, c'était du cas par cas. Pour chaque bâtiment, sans protocole, est-ce qu'on peut le traduire ou pas? Et finalement, c'est la vision, l'anticipation. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il faut anticiper. C'est oui, on va mettre en place le BIM, mais de quel niveau? Là, ce qu'on vous a présenté, c'est du BIM niveau 3. C'est le niveau maximum de collaboration parce que tout est interconnecté. Mais on peut aussi très bien faire du BIM niveau 0 en gestion, exploitation, maintenance, ou avec une simple maquette bien enrichie et qu'on peut modifier tout le temps. Ça nous permet de faire notre gestion technique du patrimoine. On peut utiliser Abilé qui est du BIM niveau 1, auquel on intègre juste un outil BIM compatible et on lui intègre la maquette. Il y a plusieurs niveaux et ça dépend de où est-ce que vous voulez aller et jusqu'à où. J'espère que ça répond à votre question. Sinon, on peut reprendre la semaine pour y répondre. Super. Peut-être une dernière question? Non? On pourra échanger toujours pendant le cocktail. Tout à fait. Donc, vous pourrez poursuivre les échanges pendant le cocktail. Oui. Et bien, du coup, on va peut-être laisser la parole au dernier intervenant et invité de cette matinée, Alain Rousset, président de la CML Route des Lasers et président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste du BIM. Mais j'en mesure, à la tête de la SEM, la pertinence, l'efficacité et le fait aussi d'avoir, quand on gère une SEM, une société d'économie mixte,
la connaissance, surtout avec les mécanismes location-vente, etc., sur les problèmes de maintenance. Moi, je suis très intéressé par notamment les problèmes de maintenance, les problèmes aussi du cadre de vie, de conception du cadre de vie. On sait, avec l'usine du futur qu'on a inventée dans l'ex-Aquitaine, à Bordes, à côté de Pau, en repensant une usine, combien le cadre de vie des collaborateurs et des collaboratrices est important pour la productivité et la compétitivité d'une entreprise. Donc moi, je voudrais essayer de raconter cette histoire que je vis depuis maintenant quelques dizaines d'années. D'abord pour avoir participé à la création de la SEM. Cette idée qui était au départ de se dire, le CEA installe, c'était en 96, prend la décision, le gouvernement français en fait, de créer un centre de simulation des essais. Parce qu'il n'était plus acceptable que les essais nucléaires se fient, vous voyez les problèmes qu'il y a aujourd'hui, dans les îles du Pacifique. Et à partir de ce lancement, de cette simulation, se crée une compétence qui était peu développée dans le privé sur tout ce qui est laser optique. Et de cette compétence, moi j'ai vite sauté dessus pour se dire quel écosystème, quelle industrialisation et quelle retombée cette technologie absolument extraordinaire. Hein. On accélère les éléments de la matière pour créer un essai nucléaire dans une immense chambre d'expérience. Donc se crée une compétence autour de l'optique, autour de la physique fondamentale, autour des lasers. Et ce que l'on a essayé de faire, à la fois du côté de la SEM et du côté de la région, c'est comment créer from scratch un secteur industriel à partir d'une rupture technologique. Donc on a créé des éléments d'accueil d'entreprise d'abord, d'où la création de la SEM. C'est les zones qui sont autour du CEA au BARP. C'est la zone d'activité ici plus proche de l'université, plus proche de l'agglomération. Et c'est autour de cette expérience de gestion de zone d'activité qu'on a pu vous évoquer ces compétences bâtimentaires, d'une certaine manière. Et donc on a upgradé en quelque sorte le fonctionnement d'une société d'économie mixte qui, basiquement, est plutôt pour construire des bâtiments. Et cette notion upgrade est quelque chose d'important sur la relation d'un pouvoir public à l'égard du monde de l'entreprise. On est allé plus loin aussi, puisqu'en gros, dans les années 2000, le monde laser optique et le monde de la simulation, c'était plus des scientifiques que l'intégration de ces technologies dans le monde industriel ou un secteur industriel à part entière. En gros, aujourd'hui, on est arrivé à peu près dans la région à 12 000 emplois, 2 000 directs, 10 000 indirects, ça doit être à peu près ça. Et je suis très heureux d'ailleurs de voir que le secteur de l'économie privée, des entreprises, dépasse largement maintenant le secteur purement scientifique. On a créé un laboratoire avec le CEA. On a fait venir, on a cloné Supoptique de Saclay. Je me souviens de la rencontre que j'avais eue avec
je ne me rappelle plus la date, milieu des années 2000, je crois, où je suis allé avec un gros chèque devant le board de Supoptique à Saclay pour leur dire je vous achète, ou plutôt je vous achète un clone, quoi. Alors quand on est président d'une région, pour créer un grand laboratoire de formation d'ingénieurs, ils n'étaient pas habitués à ça. Ils sont habitués à ça en Allemagne, avec les Länder. En France, il fallait lever aussi les obstacles du côté des différents ministères. C'est une expérience assez passionnante pour moi d'ailleurs. Je suis en train de la retenter dans le domaine de la santé vétérinaire en voulant créer une 5e école vétérinaire à Limoges. Et les batailles sont les mêmes. Vous avez en France cet obstacle parisien de l'administration centrale qui est colossal, quoi. Mais comme j'aime bien la bagarre, c'est assez stimulant, quoi. Et finalement, on a réussi, avec la complicité, bien sûr, des universités de Bordeaux, de cloner cette école. Ce qu'on a voulu faire derrière Supoptique, c'est aussi développer une plateforme technologique qu'on appelle Alphanov, dont j'avais ramené l'idée du Québec, du Canada. En fait, c'est un espèce d'alambic où vous rentrez une idée d'un côté. Vous avez, je ne sais plus combien ils sont maintenant à Alphanov, une trentaine au moins de chercheurs et d'ingénieurs, et vous sortez l'entreprise ou le produit de l'autre. Et donc vous avez un accueil, la possibilité. On a travaillé sur la formation, on a créé un pôle de compétitivité aussi. Et donc la machine globale est en train de fonctionner à plein régime. Et nous sommes aujourd'hui en France l'équivalent de ce qui existait, de ce qui existe dans la région parisienne. Donc ça donne une attractivité d'une part, des compétences par les systèmes de formation, les écoles. On a un écosystème qui est en train de se renforcer. On est même allé jusqu'à financer à l'intérieur du laser mégajoule du CEA un accélérateur de particules aussi, qu'on appelle le laser pétale, pour pétawatt, qui permet à la communauté scientifique civile de faire des expériences sur la physique fondamentale. Et donc c'est une aventure à laquelle bien sûr contribue éminemment la SEM Route des Lasers. Alors on sait un peu, au niveau de la SEM, on commence à gratouiller d'autres secteurs. Hein, on aura, puisque la SEM est chargée de la reconversion du site qu'a fermé Thales à Pessac, c'est un site important, il doit faire 11 hectares à peu près. Et on a des entreprises qui arrivent, qui sont un peu éloignées du monde du laser et de l'optique. Mais c'est assez passionnant parce qu'on a par exemple, je ne sais pas si l'entreprise est là, je ne sais pas, Isabelle, qui vous avez invité. On a par exemple un des spécialistes européens de la cybersécurité. Donc si vous avez il fait un vaccin. Alors je ne sais pas s'il est à ARN électronique messager, mais il s'appelle Tetris. Ils viennent de lever plus de 60 millions d'euros. Voilà. On a une entreprise qui est installée historiquement à Pessac, qui est une sissiparité d'IBM. C'était le laboratoire de développement d'IBM, sur la base des tests de composants, qui fait maintenant aussi de la cyber, d'ailleurs, et qui a installé sur le site de Thales un centre de développement, de contrôle
de validation, d'homologation des batteries. Donc, vous voyez comment on a développé, par des méthodes parfois un peu intrusives, un secteur industriel et le développement économique. Donc voilà, je me suis éloigné du BIM, mais le BIM, c'est aussi de la simulation. J'étais tout à l'heure dans une autre unité qu'on a installée, ici, que j'ai récupérée d'un personnage qui s'appelle Jean Terme, installé à Grenoble, sur la partie civile du CEA, et qui fait de l'accompagnement des entreprises pour les aider à rendre opérationnels leurs projets d'innovation. Donc on a vu des tas de choses, je ne sais plus, vous parliez de Legrand tout à l'heure, je crois, ou quelqu'un parlait de Legrand. On travaille avec Legrand, enfin le CEA Tech travaille avec Legrand pour inventer une forme d'interrupteur qui n'est pas relié comme ça se passe aujourd'hui. Vous baissez, vous appuyez pour allumer la lumière dans votre... C'est sans fil. Donc même pour le bâtiment, c'est une technologie que Legrand a sortie depuis le début de l'année, là. Hein, je ne sais plus où est le représentant de Legrand, là. Vous confirmez? Une techno qui a été aidée ici sur Pessac, là, par le CEA Tech. Donc il y a des choses complètement... Moi j'adore la techno et l'innovation, donc... Et c'est cette aventure dans laquelle on essaye d'entraîner toute la région et auquel contribue la SEM, y compris par ces jumeaux numériques où on va même appris du CEA ce matin, c'est assez enivrant ces trucs. Ils sont en train de faire un jumeau numérique pour le compte d'Annecy, Cognac, sur la formation des personnes qui taillent la vigne. La dépénibilisation, elle existe déjà, mais la formation sur comment on taille la vigne. Et peut-être demain, l'idée de, je ne pense pas, mais de robotiser la taille. Vous imaginez un robot... bon, on a des problèmes de recrutement aussi dans ce métier. Donc voilà, c'est à cette aventure que nous participons au niveau de la SEM, et présider une SEM ou diriger une SEM a ceci d'avantage, vous l'avez entendu avec le directeur tout à l'heure, c'est que on va bien au-delà de j'accueille des entreprises, mais je prends en compte toutes les technologies, la connaissance des technologies, quelles qu'elles soient, dans des domaines totalement différents. Et ce métier, qui est un métier public ou parapublic, permet de mieux comprendre l'entreprise, mieux comprendre l'innovation et anticiper. Donc on a créé une forme de métier un peu nouveau. On critique beaucoup les pouvoirs publics, mais en fait c'est constitué au niveau des pouvoirs publics, plutôt en région, une forme de compétence sur l'innovation qui est étonnante. Voilà. J'ai pas de chute à mon discours. Je vous propose de passer à table.